Et on va passer, donc c'est vraiment Merci. utile de faire la transition sur, et tu l'as déjà un petit peu fait Philippe, sur le travail du professeur Jérôme Avouac sur le rituximab qui s'intitule donc le pronostic de l'infection à Covid-19 chez les patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique traités par rituximab. Jérôme, on te laisse la parole. On va voir si Bonjour, tu alors peux je ne sais pas si projeter je plus peux... vite que Philippe. Ça va être le concours. Hop, Je suis rassuré, je vois que Jérôme n'est pas plus doué que moi. Ah, bah si, regarde, c'est fait. Regarde, pas bravo. si mal. Bravo. Pas si mal. Oui, merci beaucoup déjà de me donner l'opportunité de vous présenter ces résultats. Et puis, je ferai les remerciements à la fin parce qu'ils sont nombreux pour l'aide que j'ai reçue pour ce travail. Ça fait une belle transition avec ce qu'a présenté Philippe, parce qu'effectivement, rituximab, on pense aussi à PID rituximab dans la PR, comme tu l'as dit. Alors, c'est vrai que c'est une question intéressante, cette question du rituximab, parce que dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a eu rapidement, au cours de la première vague, des publications de cohortes dans RD, puis de New England, qui ont donné plutôt des données rassurantes sur l'absence de surrisque de forme sévère de Covid-19 chez les patients atteints de RIX sous traitement ciblé. Ça a été ensuite confirmé par la cohorte française. Mais dans le même temps, il y a eu Philippe Guillepin qui a très rapidement rapporté qu'il y avait une forme grave de patiente avec une vascularité à ANCA qui était décédée, qui était traitée par rituximab. Et c'est vrai qu'au mois d'avril, on a observé très vite 3 patientes sclérodermiques qui ont eu un traité par rituximab en routine, qui ont eu un pronostic défavorable avec des hospitalisations en réa, un décès. Et ce qui était assez intéressant, c'est que ces patientes sclérodermiques n'avaient pas du tout de pneumopathie interstitielle diffuse. Et on s'est posé la question de savoir s'il pouvait y avoir un effet du rituximab direct du fait d'un déficit d'immunité humorale. Et la question est compliquée parce que on a l'impression que de plus en plus, il y a des cas rapportés de formes sévères sous rituximab dans différentes maladies. Je vous dis vascularite, sclérodermie, il y a eu aussi des polyarthrites rhumatoïdes. Il y a eu aussi des cas rapportés de patients pour lesquels l'infection était peu sévère sous rituximab, donc des données un peu contradictoires. Et puis, il y a eu les données de la cohorte française qui avait aussi sous-tendu que le rituximab pouvait être plus à risque de formes sévères. Et après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un lien direct avec le traitement ou est-ce que c'est lié à la population à laquelle on prescrit le rituximab? Comme Philippe l'a dit, on donne du rituximab dans des polyarthrites rhumatoïdes qui sont souvent plus à risque, plus âgés, pneumopathie interstitielle diffuse. Le rituximab est souvent utilisé chez les patients qui ont des antécédents de néoplasie, donc des populations qui avec des comorbidités. Et on utilise aussi beaucoup les corticoïdes avec le rituximab. Et puis, il y a aussi la pathologie dans laquelle on le prescrit, c'est-à-dire il y a la polyarthrite rhumatoïde, mais on a aussi les vascularites à ANCA et les connectivites, notamment la sclérodermie systémique, les myopathies inflammatoires. Donc, tous ces éléments peuvent faire penser que c'est peut-être le terrain qui est à l'origine d'un mauvais pronostic et de ce mauvais pronostic des patients traités par rituximab et aux formes sévères donc, de Covid. Donc, notre objectif, du coup, a été de déterminer si le traitement par rituximab était associé à une infection plus sévère et au décès dans la cohorte française, donc liée au Covid-19. Alors, c'est une étude observationnelle multicentrique. Ça reprend les critères d'inclusion des patients dans la cohorte française, donc la fraîche des cohortes, plus de 18 ans, au moins 18 ans, avec un rhumatisme inflammatoire chronique et puis l'infection Covid-19 confirmée ou hautement suspecte. Donc, l'analyse a porté sur les formes sévères de maladies, avec les hospitalisations en réa et ou les décès, une analyse spécifique sur les décès et puis aussi sur la longueur d'hospitalisation. Et on a comparé donc les patients qui étaient traités par rituximab dans la cohorte à 2 populations contrôle. La première qui était la population totale de la cohorte au moment où elle a été gelée en novembre, c'est à 1090 patients. Et puis après avoir discuté avec Christophe et Eric, on s'est dit qu'effectivement, cette population de 1090 patients, certes, elle est intéressante du point de vue du volume, mais elle comprend des patients très hétérogènes et des patients qui ne sont pas du tout traités les patients qui ne sont pas traités par rituximab peuvent être très différents. Par exemple, des spondylarthriques ne
ne reçoivent pas de rituximab font partie de ces 1090 patients, sont une population plus jeune qui va généralement faire des formes moins sévères de Covid. Donc, on a voulu faire une deuxième analyse sur une population de patients plus homogène, qui étaient des patients qui étaient éligibles au rituximab, donc à peu près la moitié des patients, 500 patients, et qui étaient en majorité des polyarthrites rhumatoïdes, des vascularites, des connectivites, ce qui permettait d'éliminer quand même certaines formes de maladies avec des malades qui avaient des formes de risque de Covid moins sévères, comme les spondylarthrites. On éliminait aussi, par exemple, aussi des PPR, qui étaient des patients âgés, qui pouvaient aussi être à plus fort risque de formes sévères de Covid. Mais en tout cas, une population plus homogène. Et puis, il y a eu des appariements par un score de propension avec deux techniques différentes. Je vous en présente qu'une parce que finalement, les deux techniques d'appariement, les deux techniques d'analyse de score de propension donnaient des résultats très similaires. Donc, je vais vous présenter la technique de probabilité inverse de pondération du traitement, qui est très utilisée dans les papiers et qui donne les mêmes résultats que lorsqu'on utilise l'appariement de la propension. Alors, la population d'études, donc vous avez 4 colonnes. La première, c'est les 1090 patients de la Fresh RMD Cohort en novembre 2020. Les patients traités par rituximab, l'ensemble des patients non traités par rituximab, qui sera notre premier groupe de comparaison, et puis les patients qui sont éligibles, entre guillemets, éligibles au rituximab, pour lesquels le rituximab est un traitement qui est considéré, donc les 495 patients. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de corriger en partie pour certains facteurs. Ensuite, le score de propension finit de les corriger. Mais comme vous le voyez, on a une proportion plus élevée de patients plus âgés dans la cohorte rituximab, 27% contre 16%. Et vous voyez qu'on arrive à remonter un peu à 21% lorsqu'on prend les patients qui sont éligibles au rituximab. En ce qui concerne l'autre point intéressant, c'est la fréquence des comorbidités. Alors, je passe très vite sur cette diapo, je vais y revenir. Vous voyez les comorbidités beaucoup plus fréquentes les patients qui ont au moins une comorbidité sont 76% dans le groupe rituximab contre 69%. Et lorsqu'on prend la population éligible, on arrive à remonter à devenir quasiment équivalent en termes de comorbidité. Et donc, je reviens un petit peu en arrière pour le détail des comorbidités. Ça rejoint ce que dit Philippe tout dans la présentation précédente. Plus de pneumopathie interstitielle diffuse dans le groupe traité par rituximab versus le groupe non traité par rituximab. Par contre, dans la population éligible, on arrive à corriger pour ce facteur. Plus de maladies cardiaques, notamment les infarctus du myocarde dans le groupe rituximab. Plus de diabète également. Et puis par contre assez homogène en termes d'hypertension artérielle. Et d'un point de vue du traitement, c'est l'autre message, c'est les corticoïdes qui sont beaucoup plus présents, beaucoup plus prescrits dans le groupe rituximab par rapport au groupe non rituximab. Pour les maladies, on a détaillé les maladies pour lesquelles le rituximab était utilisé comme traitement. Il n'y a pas de surprise, vous avez un trio de maladies, la polyarthrite rhumatoïde, les vascularites en cas, les connectivites avec en tête la sclérodermie systémique. Donc le résultat principal de ce travail, une fois je vous ai présenté les caractéristiques de la cohorte, c'est le risque de forme sévère, donc la sévérité étant définie par l'hospitalisation en réanimation et ou le décès. Dans la cohorte française, donc il y a 137 formes sévères pour les 1090 patients, donc ce qui fait une fréquence de près de 13%. Et lorsqu'on regarde donc la sévérité, en termes valeur absolue, en termes de pourcentage, il y a plus de formes sévères dans le groupe rituximab par rapport au groupe non rituximab. Après, ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut faire cette analyse qui est ajustée par le score de propension. Donc, vous avez ici les facteurs sur lesquels on a stratifié l'analyse. Donc, bien sûr, l'âge, le sexe, les comorbidités, diabète, hypertension, tabac, maladie cardiovasculaire, l'index de masse corporelle, la présence d'une pneumopathie interstitielle diffuse, le cancer, l'insuffisance rénale chronique, les corticoïdes et aussi la maladie sous-jacente. Donc, lorsqu'on stratifie l'analyse avec le score de propension et la probabilité inverse de pondération du traitement, on observe que le rituximab reste quand même plus à risque de forme sévère avec un effect size de 3,26, donc un risque quand même plus de 3 fois plus élevé lorsqu'on corrige sur les comorbidités et les facteurs confondants. Et c'est très significatif. Pour ce qui est du risque de décès, pareil, numériquement, vous avez déjà la fréquence des décès dans la French RMD Cohort. Il y avait 89 décès sur 1090 patients, sous à peu près 13%.
Et vous avez numériquement plus de décès dans le groupe rituximab, 21% contre 7% dans le groupe non rituximab. Mais là, et c'est un message à mon avis très important, c'est lorsque l'on stratifie l'analyse avec le score de propension sur les mêmes facteurs que précédemment, la mortalité ne sort pas comme étant augmentée significativement sous rituximab avec un effect size qui est 1,32, mais avec un intervalle de confiance qui comprend 1 et une p-value non significative. La durée d'hospitalisation, elle, était significativement plus longue chez les patients traités par rituximab par rapport au groupe non rituximab. Et lorsqu'on regarde l'analyse qui est à mon avis la plus intéressante, alors certes sur un nombre plus réduit de patients, mais sur un effectif plus homogène, lorsqu'on compare les 63 patients du groupe rituximab aux patients qui étaient non traités par rituximab mais éligibles à ce traitement, la sévérité reste associée au traitement par rituximab après le même type d'analyse, le même type de stratification sur les différents facteurs que je vous ai présentés précédemment. Et vous avez un effect size qui est à 2,6, qui est statistiquement significatif, et donc un risque significativement plus élevé de forme sévère sous rituximab dans cette population particulière. Pour le risque de décès, on retrouve les mêmes résultats que précédemment. Numériquement, plus de décès dans le groupe rituximab que dans les populations non traitées par rituximab mais éligibles à ce traitement. Mais après pondération par le score de propension et l'ajustement sur les facteurs confondants, encore une fois, le risque de décès ne sort pas significativement. Le petit p est à 0,32 et l'effect size est à 1,48 avec un intervalle de confiance qui comprend 1. Et pour la durée d'hospitalisation, parce que je n'ai pas mis de diapositive spécifique, le résultat est à la limite de la significativité, mais encore une fois, dans cette population, quand on compare à cette population particulière, la durée d'hospitalisation est significativement plus longue chez les patients traités par rituximab que chez les autres. Donc, en conclusion, ce travail montre qu'il existe un risque de forme sévère de Covid-19 qui est augmenté chez les patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique et traités par rituximab. Un nombre de décès plus élevé également sous rituximab, mais un risque qui semble être plutôt imputable aux facteurs associés, notamment l'âge, la maladie sous-jacente, les comorbidités. Après, il y a quelques limites néanmoins à ce travail. Comme l'a dit Christophe, on n'a pas les éléments d'activité de la maladie qui ont été relevés. Et puis, il y a certains facteurs qu'on n'a pas pu regarder, notamment l'hypogammaglobulinémie. Et puis également la dose cumulée éventuellement de rituximab, si les patients étaient plus ou moins traités longtemps sous ce traitement, on n'a pas cette variable. Alors moi je peux dire, je l'ai regardé pour nos patients de Cochin, parce qu'on a été quand même très largement contributeurs sur la cohorte, et chez nos patients, il y avait des patients qui ont fait des formes sévères de Covid-19 n'avaient pas d'hypogammaglobulinie sévère, souvent ils étaient autour de entre 7 et 9 grammes de gamma-globuline, donc ils n'étaient pas avec des formes très basses de gamma-globuline, et c'était des patients qui étaient en maintenance thérapeutique sur rituximab depuis des années, ce n'étaient pas des patients qu'on venait de mettre sous traitement le plus souvent. Donc néanmoins, chez les patients avec des comorbidités, il semble falloir appliquer des précautions, faire attention avec ce traitement du fait de ce risque de forme sévère.